Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée, nous sommes ensemble pendant 1 heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est 1 heure de direct. Et on retrouvera notre invité politique à 8 heures. Aujourd'hui, un jeune et nouveau député, Sylvain Maillard, député La République En Marche de Paris, qui sera débriefé par nos éditorialistes. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zappélisé, le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires dans un instant. Après le couac sur les néonicotinoïdes, rapidement tranché par Matignon en faveur du ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot, on part pour Lyon, dans le quartier de la Confluence, où le ministre est venu découvrir le seul éco-quartier en France, parrainé par le Fonds mondial pour la nature, le fameux WWF. Bertrand Frachon pour Télé Lyon Métropole. La visite de Nicolas Hulot à Lyon, le nouveau ministre chargé de la transition écologique, s'est rendu dans le quartier de la Confluence pour évoquer la rénovation énergétique d'anciens bâtiments. Quand, comme c'est le cas ici, on peut diviser simplement en isolant par l'extérieur par 4 la consommation d'énergie, quand on sait combien de foyers en France sont à 20 € près dans leurs dépenses chaque mois, et que là, j'ai croisé quelqu'un au hasard qui m'a expliqué que sa facture d'électricité et d'énergie a été elle-même divisée par 2 ou par 3. Il y a une écologie solidaire, celle que je veux incarner. Autre sujet sur lequel Nicolas Hulot était très attendu, celui de la future A45 entre Lyon et Saint-Étienne. Sans se prononcer sur la pertinence du projet, il a déclaré vouloir prendre du temps sur ce dossier sensible. Je ne peux pas prendre tous ces sujets immédiatement et les trancher un par un. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même une bonne quantité. Donc un par un, je vais les prendre, évaluer d'abord la pertinence des arguments des uns et des autres, évaluer aussi les situations juridiques, parce qu'il y a des choses qui sont crantées, d'autres qui ne le sont pas. Voilà. Donc certains où j'ai plus de latitude, sauf à avoir des contentieux terribles. Ce sujet dont vous me parlez, et dans la région il y en a d'autres. Laissez-moi juste le temps de me faire ma propre opinion et de recevoir les différents acteurs. Rappelons que les opposants à la 45 ont prévu une nouvelle mobilisation le week-end prochain. Marseille maintenant et la question épineuse de la lutte contre la délinquance. Face à ce problème récurrent, de nouvelles stratégies territoriales de sécurité sont mises en place, comme ici dans le 1er arrondissement où l'on tente de lutter contre la délinquance au travers des conseils locaux de prévoyance de la délinquance justement. Camille Bossard pour Provence Azur TV. Noailles, c'est le quartier cible de cette opération. Depuis 3 ans, le Conseil local de sécurité de prévoyance de la délinquance du 1er arrondissement cible le marché et ses rues adjacentes. Il réunit l'ensemble des acteurs de la sécurité du territoire, comme la police municipale, le service des emplacements, l'URSSAF, l'hygiène publique ou encore la propreté. Le but, étudier puis adopter des solutions coordonnées pour lutter contre la délinquance. Par exemple, si vous voulez, au tout début, il y avait ce qu'on appelle les vendeurs à la sauvette. C'est-à-dire que les gens, à l'issue de la fermeture du marché de Noailles, et même le week-end, s'installaient sur la place et vendaient tout et n'importe quoi. Vous voyez ? Étalaient leurs tapis et vendaient des produits, bien sûr, soit volés, etc., etc. Avec l'intervention de la police nationale et municipale, nous constatons aujourd'hui qu'il n'y a plus de vendeurs à la sauvette dans ce secteur. Certains de ces vendeurs ont été repérés dans d'autres secteurs de la ville. Dans le 1er arrondissement, près de 200 caméras de vidéoprotection sont exploitées par la police municipale. Sur le terrain, les services se déplacent toutes les semaines. En 2016, 34 opérations ont été réalisées, avec plus de 111 opérations partenariales. Ils effectuent aussi des opérations sur réquisition du procureur. Il faut que la ville soit plus propre. Ici, dans ce quartier-là. Il faut que le respect du cadre de vie soit garanti. C'est ce que nous avons fait. Il y a eu près de 240 mises à disposition d'individus qui n'ont pas respecté la loi, mises à disposition auprès de la police nationale. Donc la justice a pu poursuivre des individus qui commettaient des infractions. Il faut arrêter de parler d'incivilité. Je parle des infractions du quotidien. Eh bien oui,
Le CLSPD territorialisé est là pour lutter contre les infractions du quotidien, parce qu'à Marseille, nous devons respecter cet espace public. Il appartient à tous. Ces conseils locaux de sécurité, de prévoyance de la délinquance existent dans la plupart des arrondissements de Marseille depuis 5 ans. La ville veut mettre en place une plateforme numérique d'ici l'année prochaine pour échanger des informations en temps réel et proposer des solutions plus réactives. À une plus grande échelle, elle travaille aussi à l'établissement d'un logiciel prédictif, le Big Data, qui permettra de collecter de multiples données afin de mieux gérer la tranquillité publique. Cette plateforme va être bientôt nourrie par des logiciels dans le cadre d'un marché qui est en cours, qui s'achève aujourd'hui. Donc nous connaîtrons le bénéficiaire de ce marché public dans quelques semaines. Et maintenant, un speed dating pour trouver un service civique. C'est la quinzaine du service civique en Occitanie. À cette occasion, une journée spéciale était organisée hier au Palais des Congrès de Perpignan. Les candidats âgés de 16 à 25 ans ont pu participer à une matinée de speed dating avec les tuteurs des différentes missions de service civique proposées dans les Pyrénées-Orientales. Stéphanie Forgeois pour TV Sud. Ils étaient nombreux à se presser au Palais des Congrès de Perpignan. Un forum dédié au service civique avait lieu toute la journée. Le but, motiver les jeunes à se lancer dans l'aventure. En fait, c'est faites le saut, engagez-vous et vivez une super expérience qui à la fois vous permettra d'envisager peut-être d'autres engagements demain, mais aussi qui vous permettra de travailler votre projet d'avenir pour construire son projet de vie tout simplement en tant que citoyen et en tant qu'individu membre d'une collectivité. Laura, elle, est venue pour découvrir les missions proposées lors du speed dating. Les domaines de la santé et de la petite enfance l'intéressent tout particulièrement. Je pense que c'est une bonne opportunité pour les jeunes. Moi, par exemple, actuellement, je ne suis pas scolarisée et je pense que c'est un bon tremplin et je pense que c'est une bonne expérience professionnelle de la vie. Au cours de la matinée, elle a pu échanger avec des acteurs du monde professionnel et associatif. Premier critère selon eux pour recruter des volontaires, la motivation. Ce qu'on veut, c'est voir si les jeunes ont envie d'apprendre avec nous, de développer des compétences. On les forme énormément à la FEF Perpignan. On a pu l'année dernière développer plusieurs volets de formation. Donc, nos services civiques ont été formés sur un volume de 180 heures au total sur 9 mois. Donc c'est vrai que c'est aussi pour eux l'occasion de développer des compétences, de s'enrichir, de mieux comprendre le monde qui les entoure aussi. Le service civique est un engagement volontaire rémunéré. Il est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. La durée du contrat varie entre 6 et 10 mois. La ligne à grande vitesse Bordeaux-Paris, c'est 2 heures de train et des millénaires d'histoire. La nouvelle ligne sera inaugurée ce samedi, mais les Bordelais peuvent découvrir dès maintenant une exposition au musée d'Aquitaine. Exposition autour des fouilles archéologiques effectuées tout le long du tracé de cette LGV. L'archéologie à grande vitesse, c'est avec Christophe Chavanneau pour TV Sud. 320 km entre Tours et Bordeaux et pas moins de 400 000 ans d'histoire qui se sont révélés tout au long de ce chantier à travers les fouilles préventives réalisées entre 2011 et 2015. C'est tout cet inventaire, ou tout du moins une grande partie, qui est exposée au musée d'Aquitaine dans un parcours traversant les âges. On avait des milliers et des milliers d'objets archéologiques découverts sur ces sites. Donc on est parti sur des grandes thématiques, notamment habiter et le funéraire. Et c'est vrai qu'on avait tellement de matériel archéologique qu'on a décidé de montrer soit les mieux conservés, soit vraiment... À chaque fois, ce sont des témoins de la vie quotidienne, d'une petite vie modeste, mais qui est en lien avec le temps, les activités agricoles, les activités artisanales. Donc c'est vraiment la vie de tout le monde à travers le temps, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Une exposition pour tout public et interactive grâce aux reconstitutions des sites en 3 dimensions, voire des immersions en réalité virtuelle tout au long de ce parcours, avec à la clé des découvertes inédites. On a le site du Vigneault à Pucigny, c'est en Indre-et-Loire, où on a sur le même site archéologique une nécropole du début de l'agriculture, du néolithique, une nécropole de l'âge du bronze, une nécropole de l'âge du fer qui est l'époque des Gaulois, et un temple gallo-romain. Et aucune de ces structures, par exemple, ne va détruire une partie de la période précédente. Donc là, c'est la première fois qu'on avait une telle accumulation de sites funéraires au même endroit, avec vraiment la preuve qu'il y a vraiment une perduration soit dans les traditions orales, soit dans le paysage de ces tombes. Une exposition visible jusqu'au 4 mars 2018 au musée d'Aquitaine.
Voilà, et nous serons avec Alain Juppé vendredi en direct de Bordeaux, justement. C'est une exclusivité à l'occasion de l'inauguration de la LGV. Voilà, maintenant, c'est l'histoire d'une reconversion, celle d'une cadre supérieure qui a parcouru le monde au service de l'industrie de la pétrochimie et qui a décidé de revenir aux sources en créant son commerce. Elle vient d'ouvrir sa boutique de produits bio et vosgien à Mirecourt. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions l'a rencontrée. Changer délibérément de métier, beaucoup en rêvent. Brigitte Duval a sauté le pas. En février dernier, elle ouvre une épicerie à Mirecourt où elle privilégie les produits vosgiens et produits bio. Un virage à 180 degrés pour cet ingénieur qui a travaillé 16 ans au sein d'un grand groupe français, cadre supérieur, responsable qualité au service des secteurs de l'aluminium et de la pétrochimie. Elle parcourt la planète, puis peu à peu prend ses distances avec ce monde de l'industrie où elle ne trouve plus sa place. Consommer français, ça fait partie de la réflexion, de revenir à de la consommation ultra locale, française et encore plus locale vosgienne. C'est bien mieux que faire fonctionner d'autres pays, faire fonctionner du transport, une empreinte carbone énorme pour toujours en revenir à une politique de prix. Ce bouleversement de vie ne s'est pas fait sur un coup de tête, mais après une mûre réflexion. Brigitte Duval, fille et petite-fille de paysans, originaire de Juvincourt, a donc décidé de revenir à ses origines. Son commerce, elle le vit comme un ressourcement et un pari sur l'avenir. La boutique est accueillante, dans les rayons des produits des petits producteurs locaux. Ce jour-là, elle ajoute à sa liste un éleveur de Valroy-le-Sec qui lui propose son fuseau lorrain 100% pur porc vosgien. On a tellement de belles choses dans les Vosges. Souvent, les gens sont surpris de la diversité des produits. On est capable dans les Vosges de produire des lentilles, de produire de l'huile. Évidemment, toute la panoplie des confitures, des jus de fruits, des vins de fruits. On fait des très belles choses. Des miels, bien entendu. Effectivement, des fromages, des fruits et légumes qui sont super. En ce moment, on a les fraises. Ça change des fraises d'Espagne qu'on peut trouver un peu partout. Favoriser les filières courtes et promouvoir une autre alimentation saine et protectrice de l'environnement, c'est ainsi que Brigitte Duval entend fidéliser sa clientèle et les débuts semblent prometteurs. Voilà, fin de ce journal des territoires préparé par Soumaya Benaïssa. Dans un instant, le club des éditorialistes, mais tout de suite, ce qu'il y avait dans vos journaux aujourd'hui, à la une. On commence avec la Nouvelle République et Centre Presse. Comme vous le voyez, 3 députés rêvent du perchoir. Mais ce matin, Jean-Pierre Raffarin annonce qu'il se retire de la vie politique. C'est donc dans Centre Presse. C'est aussi dans l'édition numérique de ce journal. L'ancien Premier ministre qui renonce à la fin de son mandat de sénateur va travailler au lancement d'une ONG internationale. Le moment est venu de me retirer de la vie politique élective. Je renonce aux 3 ans de mandat qu'il me reste à accomplir au Sénat car le moment est pertinent. La jeune génération politique prend le pays en main, dit l'ancien Premier ministre, et c'est heureux. Je veux contribuer au nécessaire renouvellement de cette vie politique. On en parlera tout à l'heure, évidemment, dans le club des éditorialistes, et c'est dans Centre Presse et la Nouvelle République. Aujourd'hui, Jean-Pierre Raffarin se retire de la vie politique. Il est actuellement, vous le savez, président de la Commission des Affaires étrangères au Sénat, un poste très important. La Voix du Nord, quelle e-réputation ont nos députés? C'est une enquête en page 3 du Grand Journal du Nord, à l'occasion de cette rentrée parlementaire. Et puis, la polémique revient, c'était hier, entre Stéphane Travert et Nicolas Hulot. La presse quotidienne régionale, bien sûr, s'en fait écho ce matin avec le Républicain lorrain, Abeille, le guêpier des pesticides. Et le Républicain lorrain, titre premier des accords gouvernementaux. Pour la Dépêche du Midi, c'est pesticides, le dossier qui fâche. Et puis pour l'Union, c'est la rentrée, moins d'élèves, plus de polémiques dans les CP des quartiers défavorisés, une mesure qui ne fait pas l'unanimité dans l'Union de Reims. Pour le Progrès de Lyon, c'est le grand foutoir, retour à la semaine de 4 jours dans le Rhône. Et puis pour Sud-Ouest, toujours les collèges, faut-il exclure les portables incontournables dans la vie des ados? Ces portables ne favorisent pas la concentration ni la communication apparemment, mais les en priver totalement comme le veut Emmanuel Macron s'avère un véritable casse-tête. C'est dans Sud-Ouest. Pour le Maine libre, l'édition du Grand Mans, les céréaliers doivent moissonner d'urgence.
partout en Sarthe. Les moissonneuses tournent à plein régime. La précocité des récoltes due aux fortes chaleurs et les prochaines pluies annoncées obligent les agriculteurs à faire très très vite. Pour Ouest France, c'est des restrictions d'eau dans 38 départements. Et puis pour le populaire du centre, pas de pétrole, mais de bonnes idées. Toujours des titres, pas de pétrole, mais de bonnes idées dans le populaire du centre, édition de Haute-Vienne. Voilà, le club des éditorialistes maintenant. J'accueille Hubert Coudurier, le directeur de l'information du Télégramme de Brest et président de TBO. Bonjour Hubert. Télé-Bretagne Ouest, merci d'être là ce matin. Guillaume Doyen qui dirige la rédaction de la Gazette des communes, des départements et des régions. Bonjour Guillaume. Enfin Zoé Cadio, Midi Libre et l'Indépendant ce matin. Merci Zoé d'être là. Le président de la République devrait convoquer l'Assemblée et le Sénat en congrès à Versailles le 3 juillet prochain. Le président du groupe PS à l'Assemblée, Olivier Faure, s'est inquiété du rapport exclusif du président de la République à l'opinion, je cite. Quant à Christian Jacob, le président du groupe des Républicains, il avait dénoncé déjà la mise sous le boisseau du Parlement. Pour eux, si Emmanuel Macron venait à s'exprimer devant le Parlement réuni en congrès avant Édouard Philippe et son discours de politique générale, la situation ferait de ce dernier un simple répétiteur, selon la formule d'Olivier Faure. On reparle donc d'un effacement du Premier ministre, Zoé Cadio, au profit d'un président jupitérien tout-puissant. Tiens, Zoé Cadio, cela rappelle la formule d'un ancien président, Nicolas Sarkozy, qui considérait son Premier ministre, François Fillon, comme un simple collaborateur. Oui, tout à fait, mais avant, il faudrait peut-être un petit peu moduler. Cette idée de congrès à Versailles à la date du 3 juillet n'a pas encore été arrêtée. Ça a été annoncé. Enfin, à vrai dire, Christophe Castaner, dimanche dernier, chez un de vos concurrents, a annoncé qu'il y aurait un congrès extraordinaire à Versailles prochainement. Et RTL a susurré que c'était le 3 juillet. La date du 3 juillet par elle-même a surpris un peu tout le monde, sachant que le lendemain, le 4, il y a le discours de politique générale du Premier ministre. C'est vraiment un rendez-vous important dans la vie de la Ve République et dans l'Assemblée nationale, parce que normalement, il donne le cap. Et normalement, c'est le rôle du Premier ministre de donner le cap aux députés et non le président, qui d'ailleurs ne vient pas à l'Assemblée. Il n'a pas le droit de rentrer à l'Assemblée nationale pour porter sa bonne parole. Donc ça provoque un petit peu vraiment des remous. Et c'est une manière aussi pour l'opposition de marquer et de porter ses premiers coups. Alors, concentration sur le rôle du Premier ministre, alors qu'on vient d'apprendre qu'un ancien Premier ministre quittait la scène politique, Jean-Pierre Raffarin, qui va se consacrer à une ONG internationale. Qu'est-ce qu'on peut dire de Jean-Pierre Raffarin? Est-ce qu'il est dans l'ère du dégagisme, au fond? Est-ce qu'il est dans Oui, certainement, puisqu'il a pris la décision de s'en aller. Mais ce qui est très marrant, c'est qu'il y a encore quelques semaines, on a annoncé l'arrivée de Jean-Pierre Raffarin au gouvernement. Et on l'a annoncé même à un poste clé, à celui des armées. Donc, est-ce que ce refus, est-ce que cet échec, entre guillemets, l'a poussé vers la sortie? Certainement, parce que aussi, il y a un problème avec cette nouvelle génération. Je ne pense pas aussi que Jean-Pierre Raffarin ait sa place dans le déroulement qui est en train de se placer. Et je trouve que c'est assez fin de sa part de faire ça. Alors, je me tourne vers Guillaume Doyen, le spécialiste des élus sur ce plateau, souvent. Donc, vous dirigez la Gazette des communes, des départements, des régions. Jean-Pierre Raffarin, c'était un élu de territoire à la Vienne. Il a ancré sa vie politique par rapport dans les territoires. C'était son leitmotiv, en effet, oui. Le développement des territoires, la connaissance des territoires. Et comme vous l'avez dit, un personnage important du Sénat. Vous pouvez ajouter à cela que donc ce départ symboliquement est quand même assez important. Il y a une autre chose qui est importante, c'est que les députés vont arriver aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Aucun d'eux n'est maire. C'est la nouveauté. C'est devenu interdit. Donc vous avez, si vous voulez, si on est critique, on va avoir que des députés hors sol. Plus aucun n'a de mandat local, autre, de diriger un exécutif. Donc si vous voulez, on a concomitamment, on peut dire, le départ de Raffarin, mais c'est une chose. Mais si vous voulez, si vous élargissez un peu, vous entrez maintenant dans un monde parlementaire qui est complètement différent. Et si on est critique, complètement déconnecté ou bien déconnecté des territoires. Alors, Hubert Coudurier. Pour Raffarin, je pense que depuis un certain temps, il s'était un peu détaché des territoires et il s'est intéressé surtout à la politique étrangère. Il avait d'ailleurs eu l'ambition d'être spécialiste de la Chine, spécialiste de la Chine, de nombreux allers-retours, des rapports très étroits avec des dirigeants chinois, un rôle très actif à la présidence de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Affaires étrangères du Sénat, avec de bons rapports avec les ministres de l'époque comme Jean-Yves Le Drian. Et il crée une ONG internationale, donc il continue finalement un peu dans la veine de ce qu'il a initié. Pour revenir sur
il se trouve que nous étions à ce déjeuner avec Nicolas Sarkozy où il avait parlé de collaborateurs et François Fillon, toujours très ombrageux, avait réagi au quart de tour en disant que ça n'était pas l'esprit des institutions. Mais le quinquennat a créé une présidentialisation finalement du régime et aujourd'hui on voit bien la manière dont Macron a ouvert le bal avec les syndicats sur la réforme du Code du travail, la manière dont, effectivement, c'est pas encore confirmé, il envisage de cadrer l'action de son Premier ministre par un discours, et il le ferait d'ailleurs tous les ans en congrès. Tout ça limite, érode un peu les pouvoirs du Premier ministre. On peut d'ailleurs se demander si c'est pas lui redonner un peu d'air que d'avoir lui avoir permis d'arbitrer dans le débat entre Nicolas Hulot et Stéphane Travert sur les nicotoïdes pour finalement pour qu'il existe un peu, quoi. Oui, de la critique d'ailleurs de certains parlementaires de droite qui disent qu'on va passer d'un parlement impétueux à un parlement impérial. Alors, d'un Premier ministre à l'autre, est-ce que le Premier ministre qu'était Jean-Pierre Raffarin était extrêmement différent à l'époque du Premier ministre qui est aujourd'hui Édouard Philippe, qui ne s'appuie pas sur sa majorité, au fond? Oui, si, d'une certaine manière, si. Enfin, c'est encore trop tôt pour le dire. Oui, c'est vrai, il y a un embarras. Raffarin apparaissait un peu comme l'ombre portée de Chirac. Oui. Voilà. Il n'avait pas une très grande autonomie. d'Édouard Philippe. On ne sait pas encore. On ne sait pas. Quel va être son rôle. Issu de LR et en même temps qui a géré une majorité qui est fortement La République En Marche. Il y a un séminaire vendredi des ministres autour du Premier ministre. Il va essayer tout de même de marquer son territoire et on va voir comment les choses. Oui, je pense que si on peut parler d'une chambre godillot entre guillemets, je ne pense pas que quand on connaît le caractère d'Édouard Philippe, d'être un Premier ministre godillot. Non, mais le système est allé au bout de sa logique maintenant. Si vous voulez, on a élu un président sur ce seul nom, sur sa seule ambition qu'il a bâtie en 2 ans, et tout ce qui en découle, en réalité, c'est un régime purement présidentiel en France. Cette présidentialisation des institutions a mis un certain temps à se faire. Petit à petit, elle s'est bâtie. En effet, Raffarin pouvait être l'ombre portée. Mais en réalité, maintenant, on ne voit plus que le président, à tel point qu'il est obligé de se faire relativement discret. Sinon, ça devient écrasant. Non, mais relativement discret. Relativement, mais le problème aussi, c'est que, comme le soulignait, c'est que le seul dénominateur commun, entre guillemets, de toute cette majorité, de tout le gouvernement, c'est Emmanuel Macron. Donc, il va savoir, la question se pose de savoir comment le sens collectif du groupe, aussi bien à l'Assemblée, va réagir pendant 5 ans. Et que il y a 2 visages. La communauté, le lien commun, tout ça, c'est Macron. Et est-ce que cet aura Macron va tenir pendant ces 5 années? On en parlera avec notre invité politique tout à l'heure, qui est un jeune nouveau député, Sylvain Maillard, député La République En Marche de la première circonscription de Paris, qui sera notre invité politique. On aura beaucoup de questions à lui poser là-dessus, en tant que nouvel élu. Hubert Couturier. Il y a 2 visages de la présidence Macron. Il y a Emmanuel Macron qui fait des selfies avec Arnold Schwarzenegger, Emmanuel Macron qui joue au tennis, au fauteuil tennis, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Aux vieilles canailles. Et voilà, Emmanuel Macron quand même. Oui, et Emmanuel Macron, un peu à la Obama finalement. D'une certaine manière, oui. D'autres disent Kennedy. Les gants de boxe, oui, enfin Kennedy c'est quand même très loin de nous, mais plus récemment, la présidence Obama, c'était un peu ça. Puis en même temps, on dit qu'il s'occupe de tout, qu'il règle tout dans les détails. Donc effectivement, vu le tempérament d'Édouard Philippe, il est possible que les 2 hommes se tapent dessus assez vite. Mais en fait, aujourd'hui, il a tous les pouvoirs, et institutionnels en tout cas. Maintenant, on veut des résultats. Les chiffres du chômage montrent que la tendance n'est pas vraiment inversée. Ils ont reculé, semble-t-il, sur le CICE, sur la retenue à la source, etc. La réforme du Code du travail, les choses ont l'air assez bien balisées. Les syndicats un peu anesthésiés. Mais il va falloir maintenant, il va falloir des résultats. Oui, il va falloir entrer dans le dur et dans des choses concrètes. Il ne pourra pas faire des selfies indéfiniment. Uniquement des selfies. Alors aujourd'hui, c'est la rentrée parlementaire. C'est 577 députés qui vont élire leur président, ou leur présidente d'ailleurs. Oui, alors tout à fait. Il y a 3 candidats au perchoir. Donc évidemment, il y a Brigitte Bourguignon qui est élue du Pas-de-Calais. Il y a Sophie Errand qui est en Loire-Atlantique. Et il y a une figure connue, entre guillemets, qui est Monsieur de Rugy. François de Rugy, qu'on avait ici il n'y a pas très longtemps et qui, depuis longtemps, fait campagne. Alors si on prend un peu les habitudes parlementaires de ces derniers temps, on pourrait dire que c'est François de Rugy qui a un peu la corde. Mais quand on sait que Emmanuel Macron voudrait une femme
pour accéder au perchoir et qu'il pèse quand même sur ses troupes, les jeux sont vraiment ouverts. C'est quand même, on est vraiment dans la com. On a l'impression de revenir à l'ère Sarkozy avec les castings, Rachida Dati, etc. C'est quand même, il y a une espèce de continuité entre sarkozysme et macronisme qui est intéressante à décrypter. Une accentuation, je pense. En tout cas, ce sont des libéraux tous les deux. Il y a une accentuation du style présidentielle, et je pense que la petite nuance, vous l'avez noté, pas mal de selfies, mais je pense qu'il prendra moins souvent la parole. C'est en ça qu'il va peut-être... Oui, parce qu'il a aussi appris des erreurs de ses prédécesseurs. Des autres. Oui. Donc relativement discret, c'est ça que ça veut dire. Oui, c'est le selfie, mais pas le discours toutes les 3 minutes. Il faut faire attention au silence assourdissant, parce que quelquefois, le fait de ne rien dire et de rester en retrait, il y a un problème de pédagogie. Et quand là, en ce moment, vous dites tout ça va parce que, comme tous les journalistes, vous souffrez de ne pas avoir suffisamment accès à l'Élysée. Mais je l'attendais. Ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, quand tout va bien, certes, on peut se passer de la presse. Le perron de l'Élysée vous manque, Zoé Cadio. On a compris. Mais à un moment, il faut faire aussi de la pédagogie. Et quand on aborde un peu les dossiers qui touchent aux Français, comme la loi de la réforme travail, et qu'on voit que le texte est suffisamment flou pour créer des inquiétudes, il va falloir expliquer. On a vu derrière vous Brigitte Bourguignon là, tout à l'heure. Qui a le plus de chance, là, petit tour de table pronostic? Guillaume Doyen. Le candidat du président, évidemment. Qui est? Je sais pas, je n'ai pas suivi. Je pense que les femmes ont plus de chances que l'homme dans la mesure où il y a eu vraiment un appel du pied de notre président Macron. Oui, Hubert Coudurier. Oui, bon, effectivement, c'est le syndrome féminin qui risque de l'emporter, oui, effectivement. Alors, après 3 ans de disette, Guillaume Doyen, vous dites, les petites villes vont relancer leurs investissements, mais la situation reste fragile pour beaucoup d'entre elles, vous dites. Oui, on se base sur une enquête réalisée sur l'Association des petites villes de France. Alors c'est intéressant que, je crois, 2 tiers d'entre elles, ou presque 2 tiers, disent on va reprendre les investissements après s'être serré la ceinture de 3 années. C'est très important parce que ça peut contribuer à relancer l'activité. Toute baisse de l'investissement public est catastrophique pour le BTP notamment. Parce qu'elles ont eu moins d'argent pendant ces 3 années, mais elles ont aussi appris à mieux gérer, à se serrer la ceinture, à diminuer aussi, à contrôler mieux la trajectoire des dépenses de personnel, etc. On ne peut pas pour autant dessiner un portrait merveilleux de la situation des petites et moyennes collectivités de France. Ça reste dur, hein, c'est limite, mais l'investissement reprend petit à petit. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises, pour un grand nombre d'entreprises petites, moyennes et locales. Je voyais Hubert Coudurier acquiescer d'ailleurs, c'est le cas en Bretagne, Hubert Coudurier. Oui, c'est le cas. Effectivement, les collectivités locales reprennent du poil de la bête et donc elles ont un rôle dans le développement économique incontestable et l'activité économique repart. Ça, tout le monde peut le constater. Mais Guillaume a raison, parce qu'on dit que le BTP, quand le BTP va, tout va bien. Et c'est vrai que le BTP a un rôle important sur l'emploi avec la relance des investissements. Quand on se tourne vers vous, on pense alors collectivité locale, on pense aussi élection municipale après élection sénatoriale à la rentrée. Alors, ces bonnes nouvelles de réinvestissement des petites villes, ça va compter dans ces élections. On parle peu parce on sort d'un tunnel d'élections ici en France, mais qui sont extrêmement importantes pour les territoires. Ces 2 élections à venir dans les 2 années qui arrivent. Alors, les sénatoriales, c'est un autre mode de scrutin qui ne favorise pas évidemment un renouvellement aussi net et clair que celui qu'on a connu. Vont être de nouveaux candidats. C'est un scrutin indirect, donc c'est plus lent, ça s'appuie effectivement sur un autre corps électoral. Pour ce qui concerne les collectivités locales, ça va être quelque chose à surveiller de très près. On n'aura plus maintenant des maires qui ne font que ce job, qui est un job très prenant, qui n'auront plus de pouvoir direct à l'Assemblée comme on l'a depuis le début de la République. Et donc, on va voir ce que ça va changer. Est-ce qu'ils vont se comporter maintenant? Est-ce qu'ils vont se replier sur leur terre, si vous voulez, façon un peu imagée de dire qu'ils n'obéiront moins à Paris, tout simplement. S'ils ne sont plus députés, peut-être qu'ils diront « je suis chez moi ». C'est un scénario qu'on peut imaginer avec l'éclosion d'élus locaux plus puissants, de barons locaux plus puissants. Et puis, alors, certes, on parle des élections sénatoriales et on dit que ça ne va pas changer grand-chose à cause des élections par le système électoral, vous savez, avec le grand électeur. Moi, ce que j'aimerais dire quand même, c'est que, qu'on le veuille ou non, même La République En Marche va rentrer quand même au Sénat. On le voit déjà avec Michel Patria qui annonce la création d'un groupe. François Patria. Et
Oui, excusez-moi, Michel. François Patria. François Patria qui annonce la création d'un groupe LRM au Sénat et on voit déjà qu'il y a des transferts. Alors, est-ce que ça va se faire dans la douleur ou pas? Je ne sais pas, parce qu'on peut donner le cas quand même à Montpellier où Sorel cherche à convaincre des anciens élus socialistes à passer En Marche. Voilà, Hubert Coudurier, je signale votre papier aujourd'hui dans le Télégramme. Emmanuel Macron passera-t-il de la posture jupitérienne à la réalité? Voilà, merci à vous d'avoir été notre invité ce matin, ainsi que Zoé Cadio et Guillaume Doyen. On passe à la météo des territoires. Le temps qu'il fait aujourd'hui en France et dans les départements français d'outre-mer. À tout de suite. La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec Terroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. On passe aux appellisés, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble. Jean-Luc Mélenchon, devant la justice, le leader de la France Insoumise est convoqué aujourd'hui à la suite d'une plainte de la Société Générale pour diffamation. Je suis content qu'il y ait un procès, puisqu'ils me cherchent, ils me trouvent. Donc je pense qu'en réalité, c'est eux qui vont lâcher l'affaire en route. Ils ne vont pas faire du zèle, parce qu'ils n'ont aucune envie que vous vous remettiez tous à vous intéresser à leurs exploits à Panama et ailleurs. Le nouveau député des Bouches-du-Rhône avait estimé que la Société Générale avait une responsabilité et avait déclaré qu'elle était une espèce d'industrie de la triche, de la fraude et de la combine. Alors la banque est très puissante, elle se dit, mais moi, comme je paye tellement de pubs, j'ai tellement gros budget, personne ne va oser. Mais elle rêve, c'est la France ici, pas Panama. On a une sacrée responsabilité sur les épaules. Moi, c'est le sentiment qui prévaut, c'est se dire qu'on ne peut pas décevoir. Pourtant, là, j'ai un document interministériel qui prouve que le gouvernement envisage de revenir sur l'interdiction de ce pesticide. Au cœur du bras de fer, une question. Faut-il interdire l'utilisation des pesticides tueurs d'abeilles, les néonicotinoïdes? On se souvient bien de deux néonicotinoïdes. Néonicotinoïdes, oui. Comme le Régent ou le Gaucho qui avaient été interdits. Et le président de la République avait dit clairement... Les néonicotinoïdes, est-ce que vous revenez sur la règle actuelle, c'est-à-dire l'interdiction en 2020 ? Est-ce que vous la confirmez? Je la confirme. Nous avons des impasses techniques qui n'ont pas de substitution, qui ne connaissent pas de produits de substitution. Nous devons pouvoir autoriser des dérogations. Et le gouvernement l'envisage pour l'instant. Il y a un débat au sein du gouvernement? Qu'il y ait des discussions entre services parce que tout le monde n'a pas la même degré de lecture, ça c'est pas nouveau. Ce qui va être nouveau, c'est la manière dont on va trancher. Il a réagi sur Twitter en s'opposant fermement au projet du ministre de l'Agriculture. Les interdictions de néonicotinoïdes et épandage aérien ne seront pas levées. Les arbitrages ont été rendus en ce sens. François Ruffin payé au SMIC, le réalisateur désormais député en avait fait son argument de campagne, répété à longueur d'interview. J'avais pas envie qu'on me claconne en permanence. De toute façon, vous faites ça pour le pognon. On ne reviendra pas sur des acquis. Moi, je veux déjà être le garant de ce que mes prédécesseurs ont acté. Il ne vivra pas avec le SMIC, François Ruffin. Il a d'autres sources de revenus. Mais oui, enfin, je veux dire, mais il gardera l'équivalent d'un SMIC sur sa pension de parlementaire. Mais que chacun après regarde. Moi, j'ai pas de patrimoine. Je n'ai aucune famille qui a de l'argent. Je ne possède rien, à part un vélo, d'accord ? Le gouvernement a décidé de ne pas revenir sur les dispositions de la loi de 2016. Cet arbitrage a été pris à l'occasion d'une réunion tenue à Matignon le 21 juin dernier. Je n'ai pas lancé cette idée, c'est vous qui l'avez lancée. C'est-à-dire que moi, j'ai dit ce que je ferais pour moi-même et j'ai absolument pas dit qu'il fallait que les autres députés le fassent. J'ai dit ce que je le faisais pour moi-même, je l'ai dit pourquoi ? C'est parce que ça fait ouvrir des portes dans les quartiers populaires. Polémique donc de courte durée, Nicolas Hulot peut être rassuré pour l'instant sur son poids au sein de l'équipe d'Édouard Philippe. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio.
Voilà, l'invité politique aujourd'hui de Sud Radio, de Public Sénat, avec la presse quotidienne régionale. Ce matin, c'est Sylvain Maillard. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député La République En Marche de la première circonscription de Paris. Et pour vous interroger à mes côtés ce matin, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Gilles Leclerc pour Public Sénat. Bonjour Gilles, merci d'être là. Alors Sylvain Maillard, avec vous, on a un nouveau député bien élu, plus de 64% au premier tour. 50,8. Oh là là, c'est beaucoup déjà. Un des 4 élus, élu au premier tour, par contre. Rentrée parlementaire pour vous aujourd'hui. Vous dites, je suis pour agir et pas pour durer. Or, si on agit bien, on a des chances quand même de durer dans une législature et même après. J'ai été élu pour faire un mandat. Je pense que c'est un engagement de 5 ans. Moi, j'ai une vie d'entrepreneur avant. J'espère avoir une vie d'entrepreneur après. J'ai été élu pour 5 ans. Mon engagement est pour 5 ans. On me dit toujours autour de moi, ne dis jamais que tu ne feras qu'un mandat. Oui. Mais en tout cas, c'est vraiment mon état d'esprit. Je viens pour faire. Je viens pour travailler aux côtés du président de la République, du Premier ministre, de notre président de groupe, Richard Ferrand. Ça, c'est mon travail, mon engagement. Je vais tout faire pour appliquer notre projet, notre programme qui est très exigeant, qui va nous demander beaucoup d'énergie et ne pas mettre mon énergie, comme je l'ai vu dans beaucoup d'hommes politiques, où on dit pas peu finalement femmes politiques malheureusement, mais dans beaucoup d'hommes politiques. Donc ça, c'est un engagement ferme de ma part. Et quelle est votre priorité dans ce projet d'Emmanuel Macron ? Vous êtes chef d'entreprise, donc ça va être l'économie, la priorité. On a eu les chiffres du chômage hier. Ma priorité sera, évidemment, je vais travailler sur l'ensemble des sujets comme il se doit pour un député, mais moi je vais me consacrer plus pleinement à la réforme de la formation professionnelle. En tout cas, c'est mon souhait, parce que c'est un des piliers de notre projet, de notre programme pour 2018, et c'est, je dirais, un des grands chantiers de réforme du quinquennat. Sur l'aspect de la vie parlementaire, élection aujourd'hui du président de l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez une préférence ? Est-ce qu'on vous a donné des directives aussi ? Alors, non seulement il n'y a pas de directive, des préférences, oui, j'en ai. Je vais les garder pour moi parce que je pense que c'est une discussion collective que nous allons avoir. Mais le fait qu'on parle d'une femme au perchoir, est-ce que ça vous paraît judicieux ? À tout prix. C'était dans la construction même de La République En Marche, nous avons voulu une parité. Nous l'avons quasiment obtenue puisqu'on a 47% de nos députés qui sont des femmes. Quand on avait dit qu'on donnait 50% des circonscriptions gagnables aux femmes, on avait raison, on l'a fait et on s'aperçoit à quel point le Parlement va se féminiser et tant mieux. Et c'est vrai que pour le symbole, à titre personnel mais comme d'autres, nous souhaiterions nous aurions souhaité qu'elle soit une femme. Est-ce que c'est pas ce qui pêche d'être dans le symbole ? Je veux juste terminer là-dessus parce que c'est important pour aller jusqu'au bout. Mais évidemment, on va choisir le candidat ou la candidate qui a les capacités pour tenir le rôle, parce que c'est un rôle qui est très exigeant, entre autres 4-5 discours par jour, un rôle très protocolaire. Finalement, c'est éloigné du rôle qu'on peut imaginer aux questions au gouvernement. Donc, on va choisir la personnalité qui a la capacité de le faire. Si je dirais, à CV égal, ma préférence irait pour une femme. Est-ce que là, nous avons des CV égaux ? Nous allons les établir ensemble tout à l'heure. Est-ce que l'idée d'un congrès avant le vote de confiance, en principe pour le Premier ministre, un congrès où serait donc le président de la République, ça n'est pas encore confirmé, quand on est parlementaire, c'est pas quelque chose qui vous choque un peu ? C'était une mesure proposée pendant le programme qu'Emmanuel Macron aille régulièrement devant le Congrès. Il a une nouvelle majorité. Non, mais la veille du discours de son Premier ministre, pour la date, c'est lui, le maître des horloges, c'est lui qui décidera comment faire. On va arriver début juillet. Oui. On est contraint par un calendrier. On n'a pas 1000 dates possibles. C'est lui qui décidera s'il doit le faire avant ou après, tout en sachant qu'on a un vrai calendrier très 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 chargé et dans lequel l'extensibilité est relativement limitée. Sur le principe, tout simplement, expliquez-nous, un congrès, pourquoi faire ? Parce qu'on a besoin de tracer un cap, de redire le cap à l'ensemble des parlementaires, le cap de ces 5 années. On a été élu. Et ça, c'est pas le travail d'Édouard Philippe lors du discours de politique générale. Ce sera évidemment le travail d'Édouard Philippe, mais les Français ont élu Emmanuel Macron. C'est lui qui est arrivé comme il a fait voler en éclats les habitudes de droite et de gauche. Il a créé un espace... met quand même, non, mais avec le congrès de Versailles, il se met quand même dans les pas de Nicolas Sarkozy, à qui on avait reproché à l'époque d'ailleurs le coût de la tenue du congrès, c'est-à-dire un minima 300 000 €. Est-ce que c'est pas un sujet, ça, en début de quinquennat ?
Moi, je crois que si on commence à uniquement discuter sur le coût, ce qui est important, c'est l'opportunité. Non, mais il faut savoir, alors c'est le chef d'entreprise qui va vous en parler. C'est l'investissement par rapport à ce que l'on veut. Est-ce que l'on a besoin à un moment de fédérer l'ensemble des parlementaires autour d'un projet, de leur expliquer de façon solennelle ce que l'on attend d'eux pour les 5 prochaines années? Moi, je crois que oui. Donc, les coûts, on pourra toujours discuter. Beaucoup de coûts pourraient être discutés, mais je crois qu'on ne peut pas se passer de cet investissement. Gilles Leclerc. Sylvain Maillard, l'idée de la suppression de l'immunité parlementaire, vous en pensez quoi? Vous êtes nouveau parlementaire. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Je n'ai pas d'avis dessus parce que je pense que ça fait partie des sujets de rang 2. C'est-à-dire des sujets qui sont intéressant, dont on peut parler avec grand plaisir. Moi, j'ai pas été élu jamais sur aucun marché, jamais on m'a demandé sur l'idée, sur le. L'idée, pourquoi pas? On peut en parler. Bien sûr, mais il n'y a aucun sujet tabou. Mais l'essentiel, on a été élu en priorité pour faire baisser le chômage. On a des objectifs très, très ambitieux, et c'est là-dessus qu'on sera jugé au bout de 5 ans. Alors, ça, c'est très clair. Sylvain Maillard, justement, vous êtes chef d'entreprise, vous le disiez vous-même. Je crois que vous faites des composants électroniques, très poussés d'ailleurs, une technologie très fine. Les chiffres du chômage sont mauvais, plus 0,6%, 22 000 chômeurs en plus. Là, maintenant, vous êtes au pied du mur. Vous avez une responsabilité comme chef d'entreprise. Vous connaissez bien ces problèmes-là. Est-ce qu'après toute cette com, maintenant, il n'y a pas un peu un principe de réalité qui s'impose à vous? Mais je crois que ces chiffres ne font que rappeler pourquoi nous sommes là. Tout simplement parce que nous sommes là pour réformer profondément le monde du travail, pour réformer l'environnement économique, parce que nous aurons toujours, sinon, des chiffres un peu positifs, un peu négatifs, mais dans une tendance de chômage lourd. C'est pour ça que les Français nous ont élus. Donc, ils nous rappellent, ces chiffres nous rappellent à l'urgence de modifier notre organisation. Et les ordonnances du travail tout de suite dès cet été, puis une réforme plus profonde tout en 2018, dès début 2018, entre autres, la baisse des charges. La réforme du Code du travail, c'est vraiment la réponse au chômage. Il a beaucoup changé en 30 ans, le Code du travail, déjà. Gilles Leclerc, s'il suffit d'appuyer sur un bouton pour qu'il n'y ait plus de chômage, il y aurait bien longtemps que quelqu'un aurait appuyé dessus. Il y a beaucoup de curseurs à mettre, à aligner les uns après les autres pour créer ce qu'on appelle l'envie d'embaucher. Moi, je le dis toujours, un chef d'entreprise, beaucoup de chefs d'entreprise décident d'embaucher de façon irrationnelle. Ils ne regardent pas un tableau de bord en disant... Quel climat faut-il créer pour que vous ayez envie d'embaucher? Il faut un climat, il faut une ambiance, il faut un terreau qui permette aux chefs d'entreprise d'avoir l'envie d'embaucher. Et nous, notre rôle, c'est de créer... Une fiscalité qui ne change pas? Par exemple, une fiscalité stable, tout à fait, une fiscalité, une baisse des charges. Je prends souvent cet exemple, et moi j'ai une filiale en Allemagne. J'ai, pour un même salarié, un même salaire, j'ai 42 points de charges patronales en France, j'ai 22 points en Allemagne. C'est très simple. On a un déficit de compétitivité aussi parce qu'on a des charges bien trop importantes. On ne demande pas un paradis fiscal ici, loin de là. On demande juste à être dans les normes européennes. Est-ce qu'il faut un nouveau contrat entre le CDD et le CDI? Le fameux contrat de projet dont on parle là. Moi, je crois que c'est pertinent, mais évidemment pas à l'ensemble des acteurs. Mais au fond de moi, je me dis qu'il faut toujours simplifier. Vous savez, même ça, c'est une idée plus personnelle. Moi, j'étais très pour le CDI à droit progressif. Moi-même, dans mon entreprise, je n'applique que des CDI. J'ai toujours fait que des CDI parce que je pense que le CDD est quelque chose de compliqué pour un investissement d'une personne au sein d'une entreprise. Mais je crois que voilà, il faut aller de plus en plus vers un CDI à droit progressif. Et d'ailleurs, moi je dis, quand on aura simplifié le droit du travail, quand on aura simplifié aussi la rupture au sein de ce contrat de travail, vous verrez qu'il y aura beaucoup plus de CDI. Et le rôle de l'administration, est-ce que l'administration n'a pas tendance à jouer un peu contre aussi l'écosystème d'une entreprise? Emmanuel Macron en avait parlé pendant la campagne. Qu'est-ce qui pourrait changer? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle joue souvent pas pour. Ça, c'est certain. Pas toute l'administration, mais enfin une partie. Oui, une partie. Nous, ce qu'on demande, c'est une bienveillance de l'administration. L'administration, mais sous quelle forme bienveillance? Ça doit être l'allié du chef d'entreprise. C'est-à-dire quand vous avez un problème culturel, ça. Exactement. Un problème culturel. Tout à fait. Quand vous avez l'inspection du travail qui vient chez vous, elle n'est pas là pour regarder la poussière et regarder uniquement de chercher qu'est-ce qui ne va pas, mais plutôt d'être
en appui du chef d'entreprise pour l'aider à s'améliorer. Le chef d'entreprise, c'est en règle générale, évidemment, il y a des moutons noirs comme partout, mais le chef d'entreprise, il n'est pas là pour... il est là pour que ça fonctionne. Il vit au quotidien, en tout cas dans les PME, avec ses salariés. Il voit... Il a besoin de cet appui, il a besoin de cette aide. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut profondément changer dans la culture de l'administration française. On attend dans les heures qui viennent un audit complet sur la réalité des finances publiques. Bruno Le Maire disait hier soir à TF1 que ça serait extrêmement difficile, voire impossible, de rester dans les clous de Bruxelles, les fameux 3% du produit intérieur brut. Alors, pas d'impôts nouveaux, on l'a entendu. On va faire comment des économies et où? Attendons le résultat exact de l'audit. On sait que on sait que les résultats ne sont pas bons. On sait que la situation financière de la France est bien plus dégradée que ce que vous imaginiez. On va attendre déjà de voir exactement la situation précise. On a demandé un audit pour avoir quelque chose de précis. Donc on aura quelque chose de précis et ce sera à Bruno Le Maire d'évaluer et à Gérald Darmanin d'évaluer ce que nous devons faire en priorité et les évolutions. Parce qu'il y a des réformes qui vont coûter, donc ça va quand même peser sur le projet. Bien sûr, on a des réformes fortes, structurantes. Ça ne changera rien. Vous savez, quand vous avez un projet, on a un cap. On sait où on va être en 2022. On sait qu'il y aura des vents, entre autres contraires. Mais il faut garder ce cap. On adaptera la voilure à ce vent. Mais le cap reste très précis et nous savons les réformes qu'il faut faire. Je crois que, d'ailleurs, sur tous les bancs, on est d'accord. Il faut les mettre en place et on a été élus pour ça. Mais vous nous confirmez bien qu'il n'y aura pas d'impôts nouveaux pendant ces 5 ans? Emmanuel Macron s'est engagé à ne pas augmenter les impôts. Sylvain Maillard, donc jeune député. Manuel Valls, ancien Premier ministre, annonce ce matin qu'il quitte le Parti Socialiste sur RTL. Jean-Pierre Raffarin quitte, lui, la vie politique. 2 anciens Premiers ministres qui partent, qui s'éloignent. En tout cas, l'un de son parti d'origine et l'autre de la vie politique. Est-ce que c'est ce fameux dégagisme que vous appeliez de vos voeux, vous, les jeunes élus, voilà, ce renouvellement? Ou est-ce que, au fond, vous trouvez ça anormal que des personnalités comme ça, qui étaient installées depuis longtemps, ne participent pas légitimement aussi, parfois peut-être, à la vie politique du pays? Vous vous rendez compte, on en est à se dire qu'au bout de 25-30 ans, avec, moi j'apprécie à titre personnel, Jean-Pierre Raffarin, c'est quelqu'un qui a apporté énormément à la vie politique. Et on se rend bien compte qu'on a ouvert une nouvelle page et qu'il nous faut du renouvellement. Et je crois que ces vies politiques... mais vous n'avez pas besoin d'expérience. Ces mandats éternels. Vous n'avez pas besoin d'expérience pour pousser, pour avancer, pour progresser? On a besoin de résultats. On a besoin de résultats. Est-ce que dans les 30 dernières années, on peut estimer que les Français pensent que leur classe politique a été particulièrement efficace et que le fait de changer de classe politique va être une catastrophe française? Je ne pense pas. Ça ne veut pas dire qu'à titre personnel, ils ont évidemment beaucoup de qualités, ils ont fait avancer beaucoup de dossiers, mais ce dont on a besoin, c'est d'expertise. On a besoin de faire avancer les dossiers. Moi, je crois qu'il y a une trop grande rupture entre la vie professionnelle, la vie quotidienne des Français et notre monde politique. Et je crois que le mouvement La République En Marche incarne ce besoin de changement qui, je crois, va s'inscrire... Manuel Valls n'exclut pas d'intégrer le groupe La République En Marche. Là, vous voyez bien un retour à l'envoyeur. Autre cas, c'est pas tout à fait la même génération qu'avec Jean-Pierre Raffarin. Autre cas, vous faites un parallèle, mais finalement, ça n'a rien à voir. C'est un Premier ministre. Ça n'a rien à voir. Situation, oui, tout à fait. Mais après, ils peuvent continuer. Mais vous avez bien vu le mouvement qui est vraiment fort de rénovation et de rénovation. Et je crois que tout simplement, ils en prennent acte. Sylvain Maillard, justement, on parle de Jean-Pierre Raffarin. Le carriérisme, c'est une chose, mais est-ce que l'action politique ne s'inscrit quand même pas dans du long terme? Moi, je crois que le mouvement collectif s'inscrit dans le long terme. Je pense que nos carrières, à nous, personnelles, s'inscrivent dans un maximum à moyen terme. Ça, c'est mon avis personnel. Je me l'appliquerai à moi, parce que je pense qu'il faut en permanence un mouvement de nouvelles arrivées. C'est épuisant. La vie politique est épuisante, demande un rythme de vie fatigant. Et on passe énormément de temps à vouloir durer et non pas à faire. Durer, et vous le savez très bien dans l'ensemble des partis politiques, vous chassez autour de vous pour garder votre espace. Alors, donc, vous avez dit justement que vous pourriez consacrer un jour par semaine à poursuivre l'entreprise que vous incarnez. Est-ce que vos électeurs vont bien comprendre ce cumul? Alors ça, moi, j'ai toujours expliqué pendant la campagne, j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, en disant que je souhaitais au maximum, ça va être difficile, Gilles Leclerc, je peux vous assurer, parce que le rythme est très très compliqué, je ne sais pas si je vais réussir. Mais je pense que
j'ai la chance d'avoir une indépendance financière qui fait que je ne vis pas de la politique. J'ai cette chance-là. Je suis aussi tout simplement propriétaire de mon entreprise, donc on ne peut pas démissionner comme ça. Et tant que je peux le conserver, je le conserverai. Mais je penserai aussi à l'intérêt de mes salariés et je m'appliquerai la meilleure solution. Mais je crois que c'est important parce que quand d'aller la demi-journée ou la journée par semaine dans mon entreprise, de me faire engueuler, de revenir dans des réalités, de faire mes fiches de paye, je pense que ça remet les idées. Ça va parce que vous êtes parisien, mais pour un député qui est en province. Évidemment, je profite du fait que je sois parisien. Vous avez raison. Merci Sylvain Maillard, député La République En Marche de la première circonscription de Paris, élu avec plus de 50% des voix au premier tour. Merci à vous d'avoir été notre invité. Vous êtes jeune député, chef d'entreprise et vous avez voté tout à l'heure pour la présidence de l'Assemblée nationale. Vous ne vous avez pas dit pourquoi. Voilà, on passe tout de suite au débrief de vos propos dans un instant. Pour qui ? Voilà, j'accueille Denis Jambard de Nice Matin. Bonjour Cyril, bonjour Yves. Bonjour Denis. Bonjour à tous. Et j'accueille Yves Tréhard, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro, comme chaque mardi. Merci Yves Tréhard et Denis Jambard. Vous avez entendu ce jeune député qui ne nous a pas dit pour qui il allait voter à la présidence de l'Assemblée nationale ce matin, pour la présidence de l'Assemblée nationale, qui a été élu avec plus de 50% des voix au premier tour. Alors, il est... Vous avez vu sa réaction sur Jean-Pierre Raffarin qui quitte la vie politique et sur Manuel Valls qui quitte le Parti socialiste. Bon, il trouve que au fond tout ça c'est pas si mal et que il faut aller de l'avant et qu'aujourd'hui voilà, un élu n'est pas là pour durer. Ça m'a frappé, Denis Jambard. Pour ce qui est de Jean-Pierre Raffarin, je dirais que ça participe au fond du mouvement que je qualifierais pas là de dégagisme, mais du mouvement naturel de renouvellement de la génération politique qui tenait quand même plus ou moins le pouvoir depuis 40 ans. Jean-Pierre Raffarin, je crois qu'il a 71 ans ou 72 ans. Il décide de s'arrêter. Je crois que les cardinaux, c'est 75 ans. Donc oui, ils n'ont plus le droit de voter. Après 75 ans, ils n'ont plus le droit de voter. Donc même une institution aussi conservatrice que l'Église s'est donné des limites d'âge. Ce serait peut-être pas inutile qu'on s'en donne aussi dans la vie politique française, même si la démocratie, c'est la liberté de choisir qui on veut comme représentant au Parlement. Mais je trouve que c'est une décision assez sage, une décision au fond de sénateur. Et celle de quitter le Parti Socialiste, l'avis du Parti Socialiste pour Manuel Valls, qui n'exclut pas d'intégrer le mouvement de la République En Marche. Oui, alors il faudrait avoir un cas différent quand même. Il faut avoir un peu plus d'informations, mais là c'est pas une rupture, c'est pas un arrêt de la vie politique. Non. Qui quitte le Parti Socialiste, évidemment, le Parti Socialiste ne veut plus de lui. Le Parti Socialiste l'a déjà quitté. Il s'est quand même essuyé un revers sérieux à la primaire. Après, il n'a que des ennemis parce qu'ils le prennent... Enfin, il n'en a pas beaucoup. Pas beaucoup plus d'amis à la République En Marche. Non, mais il a jamais, au Parti Socialiste, il n'a jamais été central, Manuel Valls. Hein. Souvenez-vous qu'à la primaire, il fait 5% la primaire de Comme Rocard, d'ailleurs. Oui. Comme son maître à penser. Exactement. Encore moins que Rocard. Encore moins. Et donc, il est tenu aussi pour responsable, je dirais, des frictions pendant le quinquennat de Hollande, parce qu'il était sécuritaire, autoritaire, et ça, ils l'ont pas aimé de ce point de vue. Donc là, il est obligé de quitter ce parti. Il n'a aucun avenir au Parti Socialiste, Manuel Valls, ça c'est sûr. Je partage complètement l'avis d'Yves. En plus, si vous voulez, il avait un fonds de commerce politique, c'est pas négatif ce que je dis, Macron qui lui a Macron le lui a pris. Bah oui. Donc il n'a plus d'espace politique à l'intérieur du Parti Socialiste tel qu'on a il veut se reconstruire. Mais à mon avis, il n'ira pas En Marche, parce que je pense qu'en Marche... Il ne l'a pas exclu ce matin, en tout cas, sur RTL. Oui, mais il faudrait qu'il l'accepte. Il est possible qu'il aille dans un groupe, un petit groupe parlementaire, mais c'est pas un parti, c'est un petit groupe où il y a des radicaux de gauche, des non-inscrits, des gens comme ça. S'il l'accepte, mais ils veulent bien lui s'il ne veut pas être chef de groupe. Alors, Sylvain Maillard, ce député qu'on a reçu, qui fait partie de cette nouvelle génération, chef d'entreprise, bien élu dès le premier tour, sa réaction sur le départ de Jean-Pierre Raffarin de la vie politique. Au fond, ces jeunes élus, ils considèrent qu'ils n'ont pas besoin de l'expérience des aînés pour pousser, pour progresser. Est-ce qu'ils ont besoin... Vous savez, ils n'ont pas besoin de l'expérience d'élus qui ont tout échoué. Bah, c'est pas le cas de Jean-Pierre Raffarin. Non, mais sur le plan de la... Non, mais il n'a pas, évidemment, mais il a fait carrière. Mais je veux dire par là que la France... Premier ministre de la France. Oui, mais vous savez,
les Français, qu'est-ce qu'ils se disent? Pourquoi il y a eu un tel dégagisme là? C'est parce que depuis 40 ans, ils ont l'impression, ou 30 ans, toujours les mêmes. Ils ont l'impression que le chômage est toujours là, ils ont l'impression que la dette est toujours là, ils ont l'impression que la sécurité est toujours là. Mais c'est pas dangereux pour des jeunes députés de ne pas avoir d'hommes d'expérience à leur côté? Non, mais il y en a quand même des hommes d'expérience, et puis vous savez, il faut toujours commencer un jour. Et puis quelle expérience? L'expérience du parcours administratif, l'expérience, oui, l'expérience du jeu parlementaire, mais ils vont l'acquérir assez vite. L'expérience de l'échec, ils l'auront très vite aussi, ça. Non, mais on a l'impression de vivre quelque chose d'absolument nouveau. On a eu des renouvellements massifs à certaines périodes. En 81, le nombre de députés qui n'avaient jamais été élus auparavant a été considérable. Ça ne veut pas dire qu'ils ont bien gouverné, d'ailleurs. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils aient atrocement gouverné. Ils ont beaucoup réformé aussi. Il y a eu des périodes comme ça de fort renouvellement. Alors là, c'est peut-être encore plus massif parce qu'on a l'émergence d'une nouvelle formation politique qui n'existait pas un an plus tôt. Mais bon, d'abord, il y a une structure administrative dans les assemblées, aussi bien dans cette maison qu'est le Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Surtout au Sénat, d'ailleurs. Et surtout au Sénat, très remarquable. Mais... donc voilà, ils vont faire leur apprentissage. Vous n'avez pas peur que les Français, à un moment donné, se lassent de cette vague de dégagisme et simplement, voir revenir des gens d'expérience? Il n'y a pas aucun risque là-dessus, Denis Jeanbart? Moi, ce que je pense, c'est que le jeunisme, ça n'a qu'un temps. Donc, et la nouveauté aussi. Et je crois que c'est... Même s'il y a eu ce renouvellement profond, parce qu'il y avait une forme de lassitude sur les acteurs en place, je crois surtout que la victoire d'Emmanuel Macron, c'est l'envie que ça marche et surtout l'espoir d'une réussite. Et c'est ce qui explique un peu, au fond, cette bienveillance actuelle que je ne qualifierais pas d'état de grâce. Le credo d'Emmanuel Macron, c'est l'efficacité. Il sera jugé sur son efficacité et assez vite. Alors, en parlant de renouvellement, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Christian Jacob. On reprend les mêmes, mais on recommence. Le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. On prend le même et on recommence. Vous ouvrez la télévision, la radio, vous avez déjà écouté Éric Ciotti, vous avez déjà écouté Stéphane Le Foll, vous avez déjà... On a l'impression d'écouter les mêmes depuis 10 ans qui répètent la même chose. Le renouvellement, il est... ce matin, sur le plateau de Territoire d'Info, c'était Sylvain Maillard qui était jeune député, chef d'entreprise, élu au Premier tour. Enfin, vous savez, en l'entendant, quand même, par exemple, quand il disait il y a trop de charges, etc., c'est quand même un refrain qu'on nous sert à droite. Vous voulez dire que Sylvain Maillard, ce matin, a eu le même genre de wording, comme on dit, de vocabulaire que les anciens? Oui, j'ai pas trouvé que le vocabulaire était si novateur. Le grand changement, c'est s'il le faisait. La baisse des charges. La question est de savoir s'ils vont le faire. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Donc je reviens à ce que je disais, l'efficacité et la culture du résultat. L'ont-ils normalement un chef d'entreprise comme lui, eh bien, il a la culture du résultat. Alors, le Premier ministre n'est pas trop affaibli là, par l'idée qu'un congrès se réunisse? Non, je crois qu'il n'est pas affaibli parce que, d'après ce que je sais, le travail se fait en commun. Entre Matignon et l'Élysée, les discours sont échangés, les interviews sont échangées, et donc il y a une espèce de coordination qui se met en place. En revanche, je trouve que pour l'affichage, ça serait une très mauvaise idée que le président de la République s'exprime 24 heures avant le 3 juillet, donc. Ça serait pas une bonne idée du tout. Écoutez, il va pas recommencer là où Sarkozy, quand même, a échoué. Et je crois que ça serait une meilleure idée qu'il s'exprime à la rentrée des vacances, à la rentrée du mois de septembre. Ça aurait au moins une cohérence. Merci Yves Tréhard. Merci Denis Jeanbart. J'aurais bien aimé lui répondre. Vous lui répondrez demain, vous êtes là demain. Hein, vous êtes là demain, merci. Le zapping, tout de suite, le Zapp Élysée. Premier zapping politique des matinales d'info. Jean-Luc Mélenchon, devant la justice, le leader de la France Insoumise est convoqué aujourd'hui à la suite d'une plainte de la Société Générale pour diffamation. Je suis content qu'il y ait un procès, puisqu'ils me cherchent, ils me trouvent. Donc je pense que, en réalité, c'est eux qui vont lâcher l'affaire en route. Ils vont pas faire du zèle, parce qu'ils n'ont aucune envie que vous vous remettiez tous à vous intéresser à leurs exploits à Panama et ailleurs. Le nouveau député des Bouches-du-Rhône avait estimé que la Société Générale avait une responsabilité et avait déclaré qu'elle était une espèce d'industrie de la triche, de la fraude et de la combine. Alors la banque est très puissante, elle se dit, mais moi, comme je paye tellement de pubs, j'ai tellement gros budget, personne ne va oser. Mais elle rêve, c'est la France ici, pas Panama. On a une sacrée responsabilité sur les épaules. Moi, c'est le sentiment qui prévaut.
C'est se dire qu'on ne peut pas décevoir. Pourtant, là, j'ai un document interministériel qui prouve que le gouvernement envisage de revenir sur l'interdiction de ce pesticide. Au cœur du bras de fer, une question. Faut-il interdire l'utilisation des pesticides tueurs d'abeilles, les néonicotinoïdes? On se souvient bien de deux néonicotinoïdes. Néonicotinoïdes, oui. Comme le Régent ou le Gaucho qui avaient été interdits. Et le président de la République avait dit clairement... Les néonicotinoïdes, est-ce que vous revenez sur la règle actuelle, c'est-à-dire l'interdiction en 2020 ? Est-ce que vous la confirmez? Je la confirme. Nous avons des impasses techniques qui n'ont pas de substitution, qui ne connaissent pas de produits de substitution. Nous devons pouvoir autoriser des dérogations. Et le gouvernement l'envisage pour l'instant. Il y a un débat au sein du gouvernement? Qu'il y ait des discussions entre services parce que tout le monde n'a pas la même grille de lecture, ça c'est pas nouveau. Ce qui va être nouveau, c'est la manière dont on va trancher. Il a réagi sur Twitter en s'opposant fermement au projet du ministre de l'Agriculture. Les interdictions de néonicotinoïdes et épandage aérien ne seront pas levées. Les arbitrages ont été rendus en ce sens. François Ruffin payé au SMIC, le réalisateur désormais député en avait fait son argument de campagne, répété à longueur d'interview. J'avais pas envie qu'on me claquonnait en permanence. De toute façon, vous faites ça pour le pognon. On ne reviendra pas sur des acquis. Moi, je veux déjà être le garant de ce que mes prédécesseurs ont acté. Il ne vivra pas avec le SMIC, François Ruffin. Il a d'autres sources de revenus. Mais oui, mais il gardera l'équivalent d'un SMIC sur sa pension de parlementaire. Mais que chacun après regarde. Moi, j'ai pas de patrimoine. Je n'ai aucune famille qui a de l'argent. Je ne possède rien, à part un vélo, d'accord? Le gouvernement a décidé de ne pas revenir sur les dispositions de la loi de 2016. Cet arbitrage a été pris à l'occasion d'une réunion tenue à Matignon le 21 juin dernier. Je n'ai pas lancé cette idée, c'est vous qui l'avez lancée. C'est-à-dire que moi j'ai dit ce que je ferais pour moi-même et j'ai absolument pas dit qu'il fallait que les autres députés le fassent. J'ai dit ce que je le faisais pour moi-même et je l'ai dit pourquoi. C'est parce que ça fait ouvrir des portes dans les quartiers populaires. Polémique donc de courte durée. Nicolas Hulot peut être rassuré pour l'instant sur son poids au sein de l'équipe d'Édouard Philippe. Fin de Territoire d'Info, on se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale et bonne journée à tous.